Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La journée mondiale de la pêche, célébrée ce lundi 21 novembre, les acteurs se sont mobilisés pour faire du secteur l'activité motrice de l'émergence. La pêche a rapporté 194 milliards en 2015. Électrification rurale, le gouvernement compte atteindre la barre des 60% d'ici à 2017. Le PUDC veut contribuer pour 8% par rapport à l'ensemble des programmes en cours sur le territoire national. Et puis le dossier de ce soir sur la carte d'égalité des chances, elle est destinée à lutter contre les inégalités sociales. Plus de 17 000 cartes ont déjà été distribuées dans tout le pays. Mais tout d'abord, la cérémonie de levée du corps de Fatoumata Matar Ndiaye a eu lieu cet après-midi à la mosquée Khourounar de Pikine. Personnalités politiques, parents et amis ont effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à celle qui fut la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle repose désormais au cimetière de Pikine. Aminata Mbengue Fall. Tristesse, désolation, consternation à la levée du corps de Fatoumata Matar Ndiaye. L'esplanade de la mosquée de Khourounar à Pikine a refusé du monde. Une foule immense, composée de parents, d'amis, de voisins et de personnalités politiques, ont pris part à la prière mortuaire de celle qui était 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons perdu un monument du parti. Nous avons perdu la maman des militants et militantes du département de Pikine. Nous avons perdu une très haute personnalité en sa qualité de conseillère économique, sociale et environnementale. Nous avons perdu une femme de confiance du président de la République. Nous avons perdu une patriote. Nous avons perdu une femme très généreuse. Nous ne pouvons que avoir un sentiment de tristesse et prier pour le repos de son âme. Fatoumata Matar Ndiaye a été une dame de fer qui très tôt s'est manifestée aux côtés du président de la République, encore dans l'opposition. Elle était affable. C'était une femme qui vivait d'une sérénité qui, à la limite, dérangeait tous ceux qui avaient envie de troubles ou autre chose. Des témoignages unanimes sur la défunte qui a trouvé la mort dans des conditions dramatiques. Un acte odieux qui a bouleversé plus d'un. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous pencher sur les valeurs que nous portons, sur cette société qui doit mieux encadrer ses enfants, mieux les éduquer, faire en sorte que des drames comme ça ne puissent pas se produire, tout simplement pour des besoins pécuniaires, financiers ou sociaux, que l'on puisse arriver à de tels drames. C'est toute la société sénégalaise qui est interpellée, toute la nation qui est interpellée dans toutes ses composantes. Nous venons de sortir du Magal de Touba, nous avons entendu ce que le marabout a dit, nous avons entendu ce que le président, le chef de l'État a dit. Face à cela, je crois que tout le peuple sénégalais devrait aujourd'hui se poser des questions. Nous devrions aujourd'hui analyser la situation et dire que plus jamais ça. C'est vrai, ça fait une série, ça fait très mal, mais nous sommes un peuple mûr. Et chaque fois que nous sommes confrontés à des situations, nous avons pu trouver les solutions et les solutions idoines. Fatoumata Matar Ndiaye a été inhumée au cimetière de Pikine, laissant derrière elle une famille éplorée. Qu'elle repose en paix. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille de Mme Fatoumata Matar Ndiaye, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, assassinée, vous le savez, le week-end dernier à son domicile. Et l'on apprend que l'État envisage une révision de la politique judiciaire avec une peine de prison à perpétuité pour tous les auteurs de meurtres au Sénégal. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président de la République, Macky Sall, qui condamne avec fermeté les meurtres noté ces derniers temps au Sénégal. Pape Biram Biganyaï. À Pikine, c'est la tristesse et la consternation. Les visages marqués par un deuil, l'image cruelle d'un crime odieux qui a marqué les esprits. Le meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye, vice-présidente au Conseil économique, social et environnemental. Au nom de la nation, le président de la République Macky Sall vient présenter ses condoléances.
Dans son adresse à l'assistance, le chef de l'État a condamné avec fermeté cet acte de barbarie, non sans évoquer la crise des valeurs qui secoue actuellement la société sénégalaise. Le président Macky Sall invite le peuple sénégalais à une introspection afin d'éliminer certains maux qui gangrènent notre société et qui mettent en péril la vie d'honnêtes citoyens. À ce niveau, l'État de son côté prendra toutes les mesures idoines pour renforcer la sécurité des personnes, notamment dans les quartiers et lieux publics. Mieux, une révision de la politique judiciaire est envisagée pour durcir les peines liées aux assassinats. Une peine de prison à perpétuité pour les auteurs de meurtres, sans aucune possibilité de sortie. Là-dessus, force restera la loi. Du côté de la famille, on salue ce geste du chef de l'État. Un déplacement qui traduit toute l'affection du président Macky Sall à l'endroit de la défunte. Madame Fatoumata Mactar Ndiaye était une militante, responsable politique engagée et proche des populations. Elle était la présidente des femmes de l'APR du département de Pikine. À l'issue de la cérémonie, des prières ont été formulées pour le repos éternel de l'âme de la défunte. Le chef de l'État qui présentait les condoléances de la nation à la famille de Fatoumata Mactar Ndiaye, assassinée. En matière d'électrification rurale, le gouvernement sénégalais compte atteindre la barre des 60% d'ici l'horizon 2017. Dans cette perspective, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, va contribuer pour 8% par rapport à l'ensemble des programmes en cours sur le territoire national. Amadou Mbaïlo. L'électrification rurale est une composante qui s'est fixé un objectif ambitieux, contribuer à faire mieux que tout ce qui a été réalisé dans ce domaine depuis l'indépendance. En effet, outre l'éclairage public, des branchements intérieurs seront installés au profil de 35 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Il est également prévu d'alimenter plusieurs structures dans les secteurs de la santé, les établissements scolaires, les micro- et petites entreprises rurales notamment. Dans ce cadre, après l'approbation des contrats de travaux des entreprises, la signature des cabinets de supervision et de certification, 15 400 poteaux en béton et fer métallique sur les 29 000 commandés sont déjà fabriqués. Pour la basse et moyenne tension, les travaux ont débuté depuis le mois de juillet, un peu avant le lancement de l'électrification solaire. La fin des travaux étant fixée à fin avril 2017. Dans le cadre de l'électrification rurale, on peut dire que l'ensemble des études destinées, en tout cas aux travaux, ont été réalisées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux ont déjà commencé. Il est prévu l'électrification de 406 villages et l'installation d'à peu près 2000 km de réseau sur l'ensemble des régions où intervient le PUDC. Pour s'en convaincre, prenons en exemple un village, celui de Djinani dans la région de Sédhiou, qui est déjà désenclavé par une nouvelle piste de production. Ici, la population, qui ne bénéficiait jusqu'à présent que de 2 heures d'électricité solaire par jour, va bientôt sortir totalement des ténèbres avec le démarrage des travaux de piquetage qui annoncent l'arrivée de la lumière dans la localité. Carrefour allo bari buka kenne soto buka ke téléphone buka jube ndebe sorondine kume sorondine bari nin te courant nata isa jon ko sayele nya sayele nin courant bi je silo bi je yalla nyaawe yella yo se dunya kalmut bayete télé jode journaro la moyla fora jodoron o mambetea. En fait, ce qu'il faut retenir de l'action du PUDC, c'est surtout sa vocation à régler d'abord les questions d'urgence, mais il vient en complémentarité à la politique énergétique globale des autorités sénégalaises qui entendent répondre dans ce domaine à la demande sans cesse croissante, tout en diversifiant les sources d'énergie, surtout d'énergie renouvelable. Qu'on se rappelle tout simplement les 2 dernières réalisations inaugurées il y a quelques jours par le président Macky Sall.
La centrale solaire de Bokol, dans le département de Bagana, au nord du pays, une grande première en Afrique de l'Ouest qui est située sur une superficie de 50 hectares. Avec une puissance de 20 MW, elle va fournir de l'électricité à 180 000 personnes. Elle fournira également des emplois directs et indirects à 150 personnes. Par comparaison, la nouvelle centrale marocaine, Nour 1, inaugurée il y a 10 mois par Sa Majesté le roi Mohamed VI, a une puissance de 160 MW. La centrale de Bokol permettra d'éviter 25 000 tonnes d'émissions de gaz carbonique chaque année, ce qui signifie par ailleurs le respect des engagements pris par le Sénégal lors de la COP 21 tenue l'année dernière en France. Il y a urgence à conclure un accord pour limiter la hausse des températures sous le niveau contenu de 2 degrés. Pour atteindre l'efficacité voulue, cet accord doit être contraignant, applicable à tous, juste et équitable. Il y a ensuite la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda dans le département de Mbour qui va permettre à la Sénélec, la société qui distribue l'électricité au Sénégal, de diversifier ses sources d'énergie, de réduire à long terme le prix du kilowattheure et enfin de sécuriser l'offre de fourniture d'énergie électrique en quantité et en qualité. 32 104 personnes établies dans 22 villages polarisés bénéficieront en tout de l'électricité à partir de la centrale solaire de Malicounda. Voilà un reportage signé Amadou Mbaïloum. Les villages insulaires de Djirnda, Ngadior et Bassoul dans les îles du Saloum ont désormais de l'eau potable. Cela grâce au projet d'alimentation en eau potable des îles du delta du Saloum. Le directeur général de l'Office des forages ruraux s'est déplacé pour voir l'état d'avancement des travaux à quelques jours de l'inauguration des ouvrages réalisés. Thierno Diallo. Ce sont des populations comblées de joie qui ont accueilli le directeur général de l'Office des forages ruraux. Grâce au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les villages insulaires de Djirna et de Ngodior dans le Saloum ont eu l'eau potable. Le village de Ngadior est très content de ce projet, très attendu. À l'époque, nos femmes faisaient 1 kilomètre pour trouver de l'eau. Dieu merci, chaque quartier a désormais sa borne fontaine. Il reste un quartier qui ne fait pas partie du projet. On vous demande de le rajouter. Dans ces îles du Saloum, l'accès à une eau potable était un rêve qui s'est réalisé par le biais de l'OFOR. Ce que nous avons vu aujourd'hui correspond exactement à la vision de l'OFOR, donner aux populations partout où elles sont de l'eau. Nous allons réduire le prix du mètre cube d'eau de 25 000 francs CFA à 345 francs CFA, ce qui correspond exactement à la vision de son Excellence le Président Macky Sall. À Bassoul, l'Office des forages ruraux y a construit un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. Les corvées vont être terminées ici au niveau de Bassoul, mais elles vont se poursuivre au niveau des autres sites qui ne sont pas encore branchés. Pour la réalisation de ce projet, l'OFOR a déboursé plus de 5 milliards de francs CFA. Je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit arrivé à soulager les populations. Il n'y a pas seulement l'argent qui suffit. Je pense aussi qu'il faut une forte volonté politique et une capacité d'anticipation pour prendre en charge les besoins de ces populations du monde rural. Seule préoccupation soulevée par le patron de l'OFOR, la maintenance des ouvrages et le paiement des factures. Le projet d'alimentation en eau potable des îles du delta du Saloum est exécuté à plus de 99%. En attendant l'inauguration en décembre par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les objectifs de renouvellement du capital semencier en riz dans la région de Sédhiou seront atteints. C'est le constat fait par le coordonnateur du programme d'appui au programme national d'investissement agricole au Sénégal. Après une pré-évaluation de la campagne agricole, les producteurs de leur côté affichent leur satisfaction. Quant au rendement attendu cette année, ils vont pouvoir bénéficier de batteuses Moussa Mané. Des champs pour donner un rythme à cette façon de récolter le riz. À Oudoukar, au niveau de l'exploitation du GIE Alima Diwan spécialisé dans la production de semences certifiées, une course contre la montre est déclenchée. Grâce à l'appui conseil reçu de plusieurs partenaires tels que le PAPSEN, le CNRI,
Ces femmes récoltent le fruit de plusieurs mois de labeur. C'est la Tox 728/1. C'est une semence que j'ai eue par le PAPSEN. Et 1 hectare, normalement, si je me trompe, le rendement que je vais sortir ici, ça sera entre 5 à 8 tonnes à l'hectare, normalement. Vous voyez ce qu'il y a comme riz. La campagne, elle est très très bonne, il faut remercier le bon Dieu. On est dans un champ auprès d'une productrice de semences certifiées, dans un champ de production, de multiplication de base, pour la production du niveau RN. Autre exploitation, celle de Mohamed Sissé. Lui aussi s'active dans le renouvellement du capital semencier. Ici aussi, la récolte avance à grands pas. Cependant, les perspectives de bon rendement sont mitigées à cause des perturbations pluviométriques notées. Nous remercions l'État d'avoir bien voulu mettre à notre disposition ses partenaires. On a reçu assez de semences à temps. On a mis 80 kilos. Si tu dois avoir 1 tonne et quelques, il faut remercier Dieu. Je pense que déjà le processus qui est déclenché, c'est de voir cultiver très tôt. Cette visite auprès des producteurs de semences certifiées entre dans le cadre d'une pré-évaluation de la campagne agricole. Elle a permis de dégager des perspectives. En partenariat avec la DRDR de Sédhiou, nous avons eu à mettre en place suffisamment tôt les intrants. Quand on parle d'intrants pour le riz, c'est essentiellement surtout les semences pré-base et base que nous avons mis au bon moment. Et ensuite, il y a les fertilisants, particulièrement l'urée. Faute de disposer de batteuses, la production est transportée sur des charrettes pour éviter d'être saccagée par les animaux en divagation. Chaque récolte qu'on a fait, le matin, on trouve que les bœufs ont tout mangé. Alors si j'avais la moissonneuse, batteuse sur place, je l'ai tout fait ici, les mises en sac et puis transporter à la maison. Mon problème aujourd'hui, c'est peut-être batteuse aujourd'hui parce que moissonneuse peut-être l'année prochaine. Un appel qui a trouvé un écho favorable puisque lors du dernier conseil des ministres décentralisé ici à Sédhiou, l'État a pris des engagements pour appuyer en équipement les organisations de production de riz. Nous venons de réceptionner du matériel agricole qui est composé de motoculteurs, 4 motoculteurs avec un équipement complet, de matériel de labour et de chariots, mais aussi des décortiqueuses à riz, et plus des batteuses, et plus aussi des semoirs de rang. C'est un matériel agricole qui rentre dans le cadre de l'appui et des organisations qui produisent du riz au niveau de la région de Sédhiou avec le Panard. Globalement, le renouvellement du capital semencier est en bonne marche dans la capitale du Pakao. Une activité considérée aujourd'hui comme un véritable business, puisque la commercialisation du surplus de production va augmenter les revenus des producteurs. Je vous l'annonçais dans les titres, la journée mondiale de la pêche a été célébrée ce 21 novembre dans une dynamique unitaire chez nous. Les différents acteurs de la pêche ont affiché leur détermination à faire de l'activité une motrice de l'émergence. En 2015, la pêche a pesé 194 milliards sur la balance des recettes d'exportation au Sénégal. Thierno Amadoussi. 21 novembre 1997 à New Delhi. En Inde, 33 pays, dont le Sénégal, initient la journée mondiale de la pêche. Le 21 novembre 2016 à Dakar, les acteurs du secteur dans l'unité échangent autour des enjeux et défis de leur activité. C'est une fête des professionnels d'abord. Et c'est pour cela que le geste du ministre est important, parce qu'on le fêtait individuellement. Et lui, il a décidé qu'on le fasse dans l'unité. Ça, c'est important. Et c'est ça qui nous aide à avancer et à régler les problèmes. Parce qu'on est tous ensemble, secteur public, secteur privé. Nous sommes des Sénégalais et notre pays doit être toujours devant les autres pays, surtout en matière de pêche. Pour un Sénégal émergent, la pêche est incontournable. En 2015, l'activité a apporté 194 milliards de francs CFA aux recettes d'exportation de notre pays. La célébration de cette journée vise à faire mieux. Le gouvernement du Sénégal a parfaitement compris cette préoccupation en inscrivant le secteur de la pêche parmi les moteurs de croissance de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Le secteur de la pêche doit à ce titre donc augmenter sa contribution à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la création de richesses et d'emplois pour une transformation structurelle de l'économie dans une dynamique de croissance forte et durable. Cette année, la réflexion porte sur le rôle et les responsabilités des acteurs face à la nouvelle réglementation de la pêche. Aujourd'hui, l'ambition est d'avoir une gouvernance locale
forte. L'atteinte de cet objectif suppose une gestion concertée entre l'État et les acteurs usagers. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de cogestion. Eh bien, c'est la politique tracée par le président Macky Sall qui veut qu'il y ait une cogestion dans le secteur. La pêche n'est pas l'affaire seulement de l'administration, mais c'est l'affaire des pêcheurs, c'est l'affaire des mareyeurs, c'est l'affaire des femmes transformatrices. Bref, c'est une cogestion qu'il faudrait mettre en œuvre et c'est dans ce sens que nous sommes en train de développer cette politique de cogestion pour faire en sorte que les acteurs à la base puissent s'impliquer, puissent être responsables, puissent surveiller, puissent mener une pêche durable et responsable par rapport à la rareté de la ressource. À travers une déclaration, les acteurs ont salué les avancées notées dans leur secteur tout en évoquant des équations à résoudre. Pour le ministre, cette nouvelle dynamique sera pérennisée et elle va déboucher sur une activité forte, motrice de l'émergence du Sénégal. La journée de sensibilisation sur la pneumonie au centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Beaucoup d'enfants paient un lourd tribut à cette infection respiratoire aiguë qu'il est possible d'éviter par un changement de comportement. Avec la diarrhée, la pneumonie reste un important facteur de mortalité infantile. Oumar Diaw. Grande récré au centre Talibou Dabo qui accueille cette journée nationale de lutte contre la pneumonie. Avec la diarrhée, cette affection constitue une grave menace chez les moins de 5 ans. Ces deux fléaux, deux maladies qui constituent un problème de santé publique parce qu'elles grèvent le pronostic vital de beaucoup d'enfants dans le monde, en particulier au Sénégal. Il existe pourtant des comportements simples, faciles à adopter pour éviter ces maladies. La division survie de l'enfant du ministère de la Santé porte le combat de la sensibilisation. Identifier donc tout ce qui est facteur de risque, donc pour pouvoir lutter contre ces maladies et faire la promotion donc de ces comportements clés, donner la bonne information aux enfants, donner la bonne information aux relais, aux Badianougor. La sensibilisation a été à la fois très pédagogique et ludique dans la démarche. Deux équipes ont fait face dans le style de génie en herbe pour répondre à des questions sur la santé. Organisation mondiale de la santé. Très bien. Les questions ont porté sur les facteurs de risque, la transmission, les mesures de protection et le traitement de ces maladies que Talibou Dabo ne voudrait pas ajouter à son fardeau déjà lourd. 200 pensionnaires dans le centre, sans compter les enfants malades qui viennent à titre externe se faire soigner dans le centre. C'est l'unique structure publique du Sénégal qui gère le handicap moteur de l'enfant. Un centre spécialisé qui a besoin de l'appui des Sénégalais. Nous attendons les Sénégalais pour qu'ils appuient davantage le centre Talibou Dabo. Et malgré leur handicap moteur parfois lourd, ces enfants manifestent une joie de vivre certaine. Playback sur un tube de Pape Diouf. Et pour revenir à la sensibilisation sur la pneumonie, à noter la forte implication des marraines de quartier ou Badianougor. Pour lutter contre les inégalités sociales, l'État du Sénégal a créé la carte d'égalité des chances destinée aux personnes handicapées. Cette carte facilite l'accès aux services sociaux de base comme la santé, l'apprentissage, l'éducation ou encore l'emploi. Plus de 17 000 cartes ont été distribuées dans tout le pays. L'ambition du gouvernement est de produire 50 000 cartes d'égalité des chances d'ici à 2017. Plus de précisions dans ce reportage signé Fatou Diouf. Vivre avec un handicap, c'est mener une vie difficile au quotidien, qu'il soit dans les structures sanitaires, établissements scolaires ou encore bâtiments publics. Les personnes handicapées rencontrent d'énormes difficultés. L'accès à ces endroits est compliqué, les soins médicaux coûteux pour cette catégorie qui peine à joindre les deux bouts. Avoir un handicap, c'est déjà un lourd fardeau. Nous ne pouvons pas mener certaines activités génératrices de revenus. Beaucoup de gens mendient à cause de cela. C'est dur pour nous de vouloir prendre en charge nos médicaments et subvenir aux besoins familiaux. Quand vous prenez le cas de la santé de la reproduction, par exemple, les femmes handicapées qui sont en accouchement ou qui sont, n'est-ce pas, rencontrent souvent des difficultés pour accéder
aux tables. Donc les équipements des structures de santé doivent être adaptés. Le personnel de santé également doit être mieux formé. Une injustice sociale qu'il faut impérativement corriger. Et c'est dans cette optique que l'État du Sénégal a instauré la carte d'égalité des chances, une initiative qui vient à son heure. C'est une bonne initiative. Il est conscient des difficultés que nous vivons. C'est pour ça qu'il a créé cette carte d'égalité des chances. Mais pour l'instant, nous ne bénéficions pas encore des services. Mais ça ne va pas tarder. On peut la définir comme un système de protection sociale qui offre aux personnes handicapées plusieurs avantages dans le domaine de la santé, de la réadaptation, de l'éducation, de la formation, des transports, des finances et de l'emploi. Et il faut aussi rappeler que cette carte d'égalité des chances est réglementée par un décret. En l'occurrence, le décret 2012-1038 du 2 octobre 2012. La carte d'égalité des chances offre donc des avantages multiformes. Alors, qui peut bénéficier de cette carte? Pour bénéficier des soins de santé, il faudrait d'abord que la personne handicapée soit détentrice de la carte d'égalité des chances. Donc, une fois qu'elle est détentrice de cette carte, elle devra être enrôlée dans une mutuelle de santé de sa localité, en rapport avec les responsables de l'agence de la couverture maladie universelle. Donc c'est comme ça que cela se passe. Maintenant, en fonction de la capacité financière, certaines personnes handicapées qui ont une certaine capacité financière auront une semi-gratuité. Par contre, les personnes handicapées vulnérables qui ne travaillent pas auront une gratuité totale. En plus, la carte doit permettre également au personnel de santé d'être préparé pour accueillir des patients handicapés. Il doit permettre également aux structures de santé de se doter d'équipements adaptés. 17 851 cartes d'égalité des chances sont déjà délivrées sur toute l'étendue du territoire national. Les bénéficiaires attendent avec impatience l'effectivité de la prise en charge sanitaire. Même si on obtient les 50 000 en 2017, c'est déjà un pas important. L'essentiel pour nous, c'est que la carte soit effective et que les services portés par la carte également soient effectifs. Déjà pour ceux qui ont cette carte, parce que la carte commence à être distribuée. L'enrôlement des handicapés dans les 45 départements du pays, une tâche difficile. La non-déclaration des handicapés à l'état civil et l'enclavement de leur zone d'habitation ralentissent le processus. C'est qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ne sont pas inscrites à l'état civil. Ces personnes n'ont pas de pièces d'état civil et là il y a un travail de sensibilisation à faire pour que les parents de ces personnes handicapées, de ces enfants, puissent déclarer leurs enfants à la naissance. L'autre problème aussi qu'on a rencontré sur le terrain, c'est l'enclavement des zones d'habitation des personnes handicapées, surtout en milieu rural. Les personnes handicapées souvent sont confrontées à des problèmes de mobilité et c'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de dérouler présentement un plan d'accélération. C'est la phase 3 du plan d'accélération de la carte d'égalité des chances qui crée ce qu'on appelle des guichets mobiles dans les zones les plus reculées pour permettre aux personnes handicapées de s'inscrire au programme. D'ici à 2017, l'État va produire 50 000 cartes d'égalité des chances. Un grand pas pour créer les conditions de l'autonomisation et l'épanouissement des handicapés. La structure en charge a besoin de plus de moyens logistiques et de ressources humaines de qualité pour servir davantage les handicapés du Sénégal. Le dossier sur la carte d'égalité des chances signé Fatou Diouf. Le Sénégal abrite un atelier de formation internationale de formateurs à l'approche globale du changement climatique. La rencontre organisée par l'UNESCO vise à doter les élèves et les enseignants d'outils et de compétences pour faire face au changement climatique. Pape Kolingom. Cet atelier de formation des formateurs à l'approche globale du changement climatique intervient au lendemain de la COP22 au Maroc. L'UNESCO, à travers le programme d'action globale pour l'éducation en vue du développement durable, a initié ce séminaire de formation à l'intention des acteurs de l'école. C'est un séminaire qui rassemble 12 pays
à travers le monde sur un thème très important qui est le développement durable, en particulier mettant l'accent sur le changement climatique qui nous préoccupe de tous. Nous attendons des personnes que nous formons ici, qui sont des coordinateurs nationaux du réseau des écoles associées dans 12 pays et des enseignants de ces mêmes écoles, qu'ils retournent dans leurs pays respectifs, dans leurs écoles, et qu'ils vont former d'autres équipes d'enseignants notamment, afin que nous ayons cet effet multiplicateur. Et nous allons impliquer dans cette première phase du projet jusqu'en 2018 un total de 250 écoles associées à l'UNESCO dans 25 pays. Pendant 3 jours, ces participants venus des 5 continents vont échanger des expériences et réfléchir ensemble sur l'approche globale du changement climatique. Nous utilisons en fait le réseau des écoles associées de l'UNESCO, qui est notre réseau d'idées et de laboratoires de pratiques pour, à travers eux, promouvoir l'éducation pour adresser le changement climatique et pour contribuer au développement durable. Cette session de formation va permettre aux facilitateurs et aux coordonnateurs nationaux de diriger et d'encadrer la mise en œuvre de l'approche globale du changement climatique dans leurs écoles respectives. Ouverture ce matin de la réunion annuelle du réseau régional formel des structures d'appui au PME et du Business Forum sur l'entrepreneuriat. Cette rencontre réunit les dispositifs d'appui au PME des 8 pays de l'UEMOA. L'objectif de cette rencontre est d'échanger les meilleures pratiques et les contraintes pour mieux accompagner les PME. Hamid Diop. Cette 3e réunion du réseau régional regroupe les structures d'appui au PME de l'UEMOA. Une rencontre d'échange entre dispositifs d'accompagnement pour booster l'entrepreneuriat dans la sous-région. Notre objectif, c'est le partage d'expériences. Ce que vous faites chez vous et que nous ne faisons pas, nous faisons des voyages d'études, nous venons nous les approprier et nous les importons. Le cas du Sénégal, je vous dirais que nous étions ici sur le programme de laborisation, ce qui a quand même édifié les autres membres de l'espace. Nous avons visité le centre de technologie du Sénégal, installé par les Indiens. Au Bénin, aujourd'hui, nous sommes en train de penser à cela aussi, et c'est ainsi pour les autres membres. Au Sénégal, la DPM, qui a organisé un concours national de business plan, a été donné en exemple. On avait un objectif, c'était de collecter 3000 projets, on en a eu 6000. On avait comme objectif d'en shortlister 1000, on en a shortlisté 3000. Les inscriptions ont été faites. L'ensemble des notations sont en cours. Les formations sur les business plans sont pratiquement achevées. Et le 15 décembre, comme on vous l'avait annoncé à l'époque, le 15 décembre, vous aurez la liste des 150 lauréats. Et je crois que ce sera un grand événement. Ces sessions d'échange serviront de plateforme de discussion sur des questions clés telles que le financement des PME. La question du financement, que ce soit au Sénégal, au Bénin, au Togo, dans tous les pays de la sous-région, ça reste vraiment, j'allais dire, l'un des problèmes les plus difficiles pour les entreprises, surtout pour les entreprises de jeunes. Et ce que le réseau apporte comme appui important, c'est que les réseaux arrivent aussi à fédérer les interventions des différents partenaires. Et dans ce cadre, comme ça a été signifié au début des travaux, le réseau est étroitement impliqué à des réflexions au niveau de la BCAO visant à créer des conditions beaucoup plus favorables pour l'obtention de financement pour les petites et moyennes entreprises dans nos pays. Cette rencontre, initiée par Making Finance Work for Africa, permettra la promotion d'outils performants d'encadrement des PME et de revoir les modèles de coopération entre les établissements de crédit et les structures d'appui. Le British Council réitère son engagement à accompagner les entrepreneurs innovants. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'agence britannique a mis l'accent sur la question relative à la mobilisation des financements pour les PME dans le domaine de la technologie. Thierno Diallo. Face aux difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs porteurs de projets à trouver des financements, le British Council a invité des experts analystes autour d'un panel pour échanger sur la question.
Nous sommes ici dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est une initiative très soutenue par le British Council ici au Sénégal. L'idée, c'est de pouvoir développer les connaissances, en fait, les skills et aussi accompagner les jeunes entrepreneurs jusqu'à l'accès au financement. Au Sénégal, des structures sont mises en place par le gouvernement pour répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs. Nous sommes en train d'en financer quelques-uns à travers un partenariat avec le CETIC, justement, parce qu'aujourd'hui, la politique de la banque, c'est d'aller chercher l'expertise où qu'elle soit. On ne recrée pas la roue, mais on crée une synergie d'ensemble. Le FONGIP, aujourd'hui, c'est une institution qui facilite l'accès au crédit pour les porteurs de projets en général, mais une de nos cibles particulières, ce sont les jeunes, donc les porteurs de projets qui sont susceptibles d'être intéressés par le concours Great Entrepreneur. Aujourd'hui, l'une des missions principales du British Council est de créer des opportunités pour renforcer l'employabilité des jeunes porteurs de projets en utilisant l'expertise et les réseaux du Royaume-Uni. Voyons l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Elle nous conduit cette actualité en Afghanistan et en Syrie. Mais d'abord, allons au Mali où les élections municipales ont eu un faible taux de participation avec plusieurs incidents. Anaïs Nyanyamane. Faible participation et incidents signalés dans plusieurs régions du pays ont marqué le déroulement des élections municipales hier au Mali. Le vote n'a pas pu se tenir à Kidal, dans le nord-est, une localité bastion de l'ex-groupe rebelle de la coordination des mouvements de l'Azawad. Quelques centaines de personnes y ont manifesté contre la tenue du scrutin. Des drapeaux de l'ONU et du Mali ont été brûlés. À Tombouctou, le matériel électoral a été brûlé. Un convoi de l'armée qui transportait des urnes en vue du dépouillement a été aussi attaqué par des djihadistes, tuant 5 militaires maliens. En Afghanistan, une forte explosion ce lundi aux abords d'une mosquée chiite de Kaboul. La police parle de 27 morts et de 35 blessés. Selon les autorités, il s'agit d'un attentat suicide et le bilan pourrait s'alourdir. Le kamikaze s'est fait sauter au milieu de pèlerins. Cela s'est produit en pleine cérémonie religieuse marquant le 40e jour suivant la célébration de l'Ashura, une date très importante pour les musulmans chiites. Et enfin, un nouveau convoi d'aide humanitaire attendu aujourd'hui dans 3 régions de Syrie, dont Madaya, une localité encerclée par les troupes de Bachar al-Assad. Le comité international de la Croix-Rouge a alerté l'opinion publique, estimant que 400 000 personnes vivent assiégées dans le pays. Une situation humanitaire qui préoccupe l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Selon le patron des opérateurs humanitaires de l'ONU, le nombre de personnes assiégées a atteint 974 000. Sur le front, les forces du régime continuent les combats. Les électeurs français de droite se sont fortement mobilisés pour le premier tour des primaires de la droite et du centre. Au finish, François Fillon arrive en tête devant Alain Juppé, ce qui élimine du coup l'ancien président Nicolas Sarkozy. Le son d'un scrutin avec Ourey Thiam. Ils ont été plus de 4 millions d'électeurs de droite à s'être rendus dans les 10 228 bureaux de vote. Et à la fin de la journée, François Fillon crée la surprise et arrive largement en tête lors de ce premier tour avec plus de 44% des suffrages exprimés, suivi par l'ancien favori des sondages, Alain Juppé, qui n'obtient que 28% des voix. Mais l'autre grosse surprise de la soirée lors de cette primaire est l'élimination dès le premier tour de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui ne se retrouve qu'avec 20% des suffrages. Ce dernier quitte ainsi la scène politique et invite à voter pour Fillon malgré leurs divergences, ce qui conforte l'avance de François Fillon qui incarne une droite dure et ultralibérale avec des positions très conservatrices. Son challenger, Alain Juppé, décide de continuer le combat, mais il aura peut-être du mal à remonter la barre des résultats, malgré le soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet avec ses 2,5% et son discours de rassembleur, ainsi que ses propositions de modernité face à un électorat qui a clairement choisi de plébisciter le candidat Fillon et son programme ultralibéral. La vague Fillon n'est pas prête de s'arrêter et au soir du 27 novembre prochain, les électeurs de droite vont élire celui qui va les représenter à la présidentielle de 2017 face à des socialistes encore indécis et dispersés et un front national menaçant. Pour le moment, Juppé et Fillon ont une semaine entre meetings et plateaux de télé pour expliciter leur projet politique et ainsi rassembler le maximum de voix
pour avoir leur ticket pour 2017. Voilà, cet élément met fin à cette édition. À suivre juste derrière le rendez-vous de la rédaction des sports, Galaxy Sport, qui va revenir sur l'actualité sportive du week-end. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Moment des militants et militantes du département de Pikine. Nous avons perdu une très haute personnalité en sa qualité de conseillère économique, sociale et environnementale. Nous avons perdu une femme de confiance du président de la République. Nous avons perdu une patriote. Nous avons perdu une femme très généreuse. Nous ne pouvons que avoir un sentiment de tristesse et prier pour le repos de son âme. Fatoumata Maktar Ndiaye a été une dame de fer qui très tôt s'est manifestée aux côtés du président de la République, encore dans l'opposition. Elle était affable. C'était une femme qui vivait d'une sérénité qui, à la limite, dérangeait tous ceux qui avaient envie de troubles ou autre chose. Des témoignages unanimes sur la défunte qui a trouvé la mort dans des conditions dramatiques. Un acte odieux qui a bouleversé plus d'un. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous pencher sur les valeurs que nous portons, sur cette société qui doit mieux encadrer ses enfants, mieux les éduquer, faire en sorte que des drames comme ça ne puissent pas se produire. Tout simplement pour des besoins pécuniaires, financiers ou sociaux, que l'on puisse arriver à de tels drames. C'est toute la société sénégalaise qui est interpellée, toute la nation qui est interpellée dans toutes ses composantes. Nous venons de sortir du Magal de Touba, nous avons entendu ce que le marabout a dit, nous avons entendu ce que le président... Société sénégalaise. Le président Macky Sall invite tout le peuple sénégalais à une introspection, afin d'éliminer certains maux qui gangrènent notre société et qui mettent en péril la vie d'honnêtes citoyens. À ce niveau, l'État de son côté prendra toutes les mesures idoines pour renforcer la sécurité des personnes, notamment dans les quartiers et lieux publics. Mieux, une révision de la politique judiciaire est envisagée pour durcir les peines liées aux assassinats. Une peine de prison à perpétuité pour les auteurs de meurtres, sans aucune possibilité de sortie. Là-dessus, force restera la loi. Du côté de la famille, on salue ce geste du chef de l'État. Un déplacement qui traduit toute l'affection du président Macky Sall à l'endroit de la défunte. Madame Fatoumata Maktar Ndiaye était une militante, responsable politique engagée et proche des populations. Elle était la présidente des femmes de l'APR du département de Pikine. À l'issue de la cérémonie, des prières ont été formulées pour le repos éternel de l'âme de la défunte. Le chef d'État qui présentait les condoléances de la nation à la famille de Fatoumata Maktar Ndiaye, assassinée. En matière d'électrification rurale, le gouvernement sénégalais compte atteindre la barre des 60% d'ici l'horizon 2017. Dans cette perspective, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, va contribuer pour 8% par rapport à l'ensemble des programmes en cours sur le territoire national. Amadou Mbaïlo. Le chef de l'État a dit, face à cela, je crois que tout le peuple sénégalais devrait aujourd'hui se poser des questions. Nous devrions aujourd'hui analyser la situation et dire que plus jamais ça. C'est vrai, ça fait une série, ça fait très mal, mais nous sommes un peuple mûr. Et chaque fois que nous sommes confrontés à des situations, nous avons pu trouver les solutions et les solutions idoines. Fatoumata Maktar Ndiaye a été inhumée au cimetière de Pikine, laissant derrière elle une famille éplorée. Qu'elle repose en paix.
Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille de Mme Fatoumata Mactar Ndiaye, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, assassinée, vous le savez, le week-end dernier à son domicile. Et l'on apprend que l'État envisage une révision de la politique judiciaire avec une peine de prison à perpétuité pour tous les auteurs de meurtres au Sénégal. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président de la République, Macky Sall, qui condamne avec fermeté les meurtres notés ces derniers temps au Sénégal. Pape Biram Biganyaï. À Pikine, c'est la tristesse et la consternation. Les visages marqués par un deuil, l'image cruelle d'un crime odieux qui a marqué les esprits. Le meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye, vice-présidente au Conseil économique, social et environnemental. Au nom de la nation, le président de la République, Macky Sall, vient présenter ses condoléances. Dans son adresse à l'assistance, le chef de l'État a condamné avec fermeté cet acte de barbarie, non sans évoquer la crise des valeurs qui secoue actuellement la... L'électrification rurale est une composante qui s'est fixé un objectif ambitieux, contribuer à faire mieux que tout ce qui a été réalisé dans ce domaine depuis l'indépendance. En effet, outre l'éclairage public, des branchements intérieurs seront installés au profil de 35 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Il est également prévu d'alimenter plusieurs structures dans les secteurs de la santé, les établissements scolaires, les micro- et petites entreprises rurales notamment. Dans ce cadre, après l'approbation des contrats de travaux des entreprises, la signature des cabinets de supervision et de certification, 15 400 poteaux en béton et fer métallique sur les 29 000 commandés sont déjà fabriqués. Pour la basse et moyenne tension, les travaux ont débuté depuis le mois de juillet, un peu avant le lancement de l'électrification solaire. La fin des travaux étant fixée à fin avril 2017. Dans le cadre de l'électrification rurale, on peut dire que l'ensemble des études destinées, en tout cas aux travaux, ont été réalisées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux ont déjà commencé. Il est prévu l'électrification de 406 villages et l'installation d'à peu près 2000 km de réseau sur l'ensemble des régions où intervient le PUDC. Pour s'en convaincre, prenons en exemple un village, celui de Djinani dans la région de Sédhiou, qui est déjà désenclavé par une nouvelle piste de production. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La journée mondiale de la pêche, célébrée ce lundi 21 novembre, les acteurs se sont mobilisés pour faire du secteur l'activité motrice de l'émergence. La pêche a rapporté 194 milliards en 2015. Électrification rurale, le gouvernement compte atteindre la barre des 60% d'ici à 2017. Le PUDC veut contribuer pour 8% par rapport à l'ensemble des programmes en cours sur le territoire national. Et puis le dossier de ce soir sur la carte d'égalité des chances, elle est destinée à lutter contre les inégalités sociales. Plus de 17 000 cartes ont déjà été distribuées dans tout le pays. Mais tout d'abord, la cérémonie de levée du corps de Fatoumata Mactar Ndiaye a eu lieu cet après-midi à la mosquée Khourounar de Pikine. Personnalités politiques, parents et amis ont effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à celle qui fut la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle repose désormais au cimetière de Pikine. Aminata Mbengue Fall. Tristesse, désolation, consternation à la levée du corps de Fatoumata Mactar Ndiaye. L'esplanade de la mosquée de Khourounar à Pikine a refusé du monde. Une foule immense, composée de parents, d'amis, de voisins et de personnalités politiques, ont pris part à la prière mortuaire de celle qui était 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons perdu un monument du parti. Nous avons perdu la